Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques, DALF niveau C2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Domaine lettres et sciences humaines, épreuve de compréhension et de production orale. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 15 minutes environ. Vous écouterez une première fois l'enregistrement. Concentrez-vous sur le document. Vous êtes invité à prendre des notes. Vous aurez ensuite 3 minutes de pause. Vous écouterez une deuxième fois l'enregistrement. Vous aurez alors 1 heure pour préparer votre intervention. Cette intervention se fera en 3 parties. Présentation du contenu du document sonore, développement personnel à partir de la problématique proposée dans la consigne, débat avec le jury. Première écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans Rue des Écoles, le rendez-vous de l'éducation de France Culture. Aujourd'hui, la classe inversée, une innovation pédagogique qui rencontre un succès presque sans précédent. On va vous expliquer de quoi il s'agit et tenter de comprendre ce que signifie ce succès. Héloïse Dufour, bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste, militante passionnée de cette pédagogie. Vous allez nous expliquer pourquoi le sujet vous passionne. J'ajoute que vous êtes aussi fondatrice d'une association Inversons la classe. Vincent Chaillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé de sciences de la vie et de la terre. Vous enseignez au lycée d'Orient à Paris, dans le 11e arrondissement. Et puis, vous menez aussi une activité de recherche en sciences de l'éducation, notamment sur la question de la classe inversée. C'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui. Héloïse Dufour, donc je le disais, vous êtes biologiste. C'est parce que vous avez passé beaucoup de temps aux États-Unis ces dernières années que vous avez été sensibilisée à la classe inversée, une pédagogie qui est très répandue outre-Atlantique. Tout à fait. Donc j'ai passé ces 6 dernières années aux États-Unis et puis là j'ai entendu parler de la classe inversée par mes activités d'enseignement et elle m'a intéressée pour 2 raisons principales. La première, c'est que ça me paraît être un moyen facilement transmissible de dépasser un enseignement transmissible. Et puis en outre, ça me paraît être un moyen prometteur pour lutter contre les inégalités et le décrochage scolaire. Et comme vous le disiez, aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose qui se répand à la vitesse de l'éclair. Donc, on reprend la définition de la classe inversée, c'est donc apprendre hors de la classe et faire les exercices avec l'enseignant, ce qui permet de mettre tous les élèves en activité. Vous dites que c'est moins inégalitaire, Héloïse Dufour. Pourtant, le travail à la maison, on le sait, les devoirs, c'est très inégalitaire car tous les enfants n'ont pas les mêmes possibilités de travailler chez eux, possibilités matérielles, la même aide aussi disponible de la part de leurs parents ou de leur entourage. Alors, ce qui change dans la classe inversée, c'est la nature même du travail à la maison. C'est-à-dire que dans un enseignement traditionnel, ce qu'on va demander aux élèves à la maison, c'est de faire des exercices qui peuvent être problématiques, même s'ils ont l'aide des parents, et on sait que même dans les familles plus ou moins en difficulté, il y a un investissement des parents important. Il peut y avoir problème de compréhension de l'énoncé, par exemple, alors que dans une classe inversée, l'idée c'est de faire un travail à la maison qui est uniquement de regarder des leçons par exemple, ou de vraiment préparer le cours. C'est un travail qui est simple et qui ne demande pas de capacité spécifique des parents ou d'enseignants privés par exemple. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai interviewé un certain nombre d'enseignants qui mettent en pratique la classe inversée et il y en a un certain nombre qui justement se saisissent des nouvelles technologies pour vérifier que le travail à la maison a été fait. C'est-à-dire que en même temps qu'ils donnent des ressources à regarder ou à consulter, ils utilisent des questionnaires en ligne pour poser quelques questions très simples, vraiment de compréhension de base sur ce sur quoi porter la leçon, et ça leur permet avant d'arriver en classe, d'une part de savoir si leurs élèves ont compris, d'autre part, s'ils ont effectivement fait le travail. Et pour les élèves, le fait de savoir que le prof sait, je trouve ça pratiquement terrifiant, mais ça fait partie des possibilités des nouvelles technologies. Ça peut être aussi, oui, considéré comme une limite parce que le contrôle devient, ma foi, très important. Il faut aussi s'intéresser aux limites de cette pédagogie, ça demande quand même un investissement professoral différent, peut-être plus important, parce qu'il faut beaucoup s'impliquer et puis il faut être très actif dans sa classe. Vincent Fayet. Oui, absolument. À l'origine, Bergman et Sams, qui ont véritablement fait découvrir la méthode, ont travaillé avec des capsules vidéo, donc ce qui suppose un enregistrement. Il faut les fabriquer. Il faut les fabriquer. Il faut avoir les compétences.
faut avoir les compétences, la technologie pour les fabriquer ou utiliser des capsules déjà existantes. Mais en règle générale, les enseignants aiment bien travailler avec leur propre support. Cela suppose de totalement repenser la classe, évidemment, puisque le cours, le modèle transmissif classique doit être fait à la maison. Donc il faut d'autres activités en classe, des activités qui vont supposer en effet des questionnaires à choix multiples, éventuellement l'utilisation de boîtiers de vote, des ateliers. Donc c'est un travail totalement différent pour l'enseignant. Ça suppose un fort investissement, oui. Est-ce que on continue avec cette classe inversée à produire aussi des devoirs, des travaux un peu plus longs? Là, on parle de réponse à des QCM, des petits exercices pour vérifier que la leçon a été comprise. Mais il y a aussi une mobilisation de ces savoirs traditionnellement dans la rédaction, la dissertation, dans des travaux un peu plus personnels. J'ai l'impression que on sort un peu ces exercices, ces pratiques du champ avec la classe inversée. Vincent Fayet. Non, on n'est pas obligé de changer la façon d'évaluer les élèves. Ce qui change vraiment, c'est la façon de favoriser l'accès à la connaissance. L'évaluation en elle-même n'a pas lieu forcément d'être changée. Et pour beaucoup d'enseignants que j'ai rencontrés, l'idée c'est pas d'augmenter la somme de travail à la maison, c'est juste vraiment d'en changer la nature. En termes de dissertation, de choses comme ça, moi j'ai rencontré des enseignants en français par exemple, et qui utilisent la classe inversée pour faire produire aux élèves en classe des textes et pour vraiment travailler avec eux sur la production d'un texte. Comment est-ce qu'on fait? Donc on intervient dans le travail personnel des élèves. C'est le faire avec l'élève. C'est passer du face à face au côte à côte. Vincent Fayet, ces pédagogies sont-elles séduisantes et pourquoi le sont-elles auprès des enseignants? Elles sont séduisantes parce que c'est une rupture avec un modèle qui est ancien, c'est le modèle transmissif. Depuis le Moyen-Âge, on est dans un modèle transmissif avec l'enseignant au centre, les élèves autour, ils récitent le cours et une cohorte d'élèves prend le cours. Donc l'idée de la classe inversée, c'est de se positionner de façon très pragmatique où c'est l'élève qui est au centre de la réflexion, c'est l'élève qui va construire son savoir avec l'aide de l'enseignant et avec l'aide de ses camarades également. Donc c'est séduisant parce qu'on remet l'élève au centre de la classe. Une idée qui ne séduit pas tout le monde pourtant. Mais finalement, est-ce que la classe inversée, c'est abolir l'idée de transmission? Héloïse Dufour. Alors, je pense que c'est là qu'il faut préciser qu'il n'y a pas un type de classe inversée. Et je pense que c'est pour ça que la classe inversée marche aussi bien. On peut faire une classe inversée en restant dans le transmissif. On peut faire une classe inversée où c'est toujours l'enseignant qui donne les leçons à l'élève à apprendre, c'est toujours l'enseignant qui donne les exercices et simplement qui se contente d'aider les élèves en classe. Moi, je trouve que la classe inversée, c'est plus intéressant justement pour faire des tâches complexes, pour vraiment mettre l'élève en situation de production. Mais encore une fois, pourquoi est-ce que ça séduit tant de gens? Je pense que moi, tous les enseignants m'ont dit, c'est vraiment cette idée d'interaction avec les élèves. Les enseignants qui sont en classe inversée, ils parlent à tous leurs élèves tous les jours. Et là, on revient sur pourquoi est-ce que c'est un moyen de lutter contre le décrochage scolaire, par exemple. Parce que ça renforce vraiment les interactions entre les enseignants et les élèves. Interaction entre les élèves, on en a un peu parlé, et j'aimerais beaucoup qu'on y revienne. C'est finalement favoriser quelque chose qui est assez laissé de côté, c'est les pédagogies coopératives dans l'école française, pédagogies qui sont peut-être plus adaptées au monde actuel, au monde professionnel aussi, quel que soit le type de métier d'ailleurs auquel on se destine. Vincent Fayet. Disons que la coopération fait partie de l'arsenal pédagogique des élèves, surtout avec les nouvelles technologies. Une fois rentrés chez eux, les élèves que j'ai pu étudier au lycée d'Orient vont sur des plateformes, alors pas forcément les plateformes académiques type ENT, mais vont par exemple sur Facebook, ils coopèrent, ils s'échangent des informations sur les cours, sur les exercices. Donc la coopération est un mode de travail tout à fait normal pour ces élèves. Un mode de travail dont ils sont habituellement privés dans un enseignement transmissif. Donc le fait de leur redonner la parole, de réactiver quelque part une dialectique moderne où l'élève va donner son point de vue, essayer d'expliquer à son camarade ce qu'il pense, séduit tout à fait les élèves actuels. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que
L'idée de la classe inversée répond à une problématique tout à fait contemporaine de l'école, puisqu'on voit émerger tout un marché d'applications pour apprendre, des applications qui permettent par exemple de réviser cette table de multiplication. On peut tout à fait le faire avec une machine, les verbes irréguliers, l'orthographe, les conjugaisons. On peut dialoguer avec un ordinateur qui voit le type de faute qu'on fait, qui conseille en termes de ressources, où est-ce qu'il faut aller chercher, quelles leçons il faut consulter. On recentre donc la mission enseignante sur l'humain, si je vous suis bien. C'est ça, Héloïse Dufour? Oui, et je pense que, là encore une fois, je vous aurais incité sur le fait que les nouvelles technologies sont vraiment pas le point principal de la classe inversée, c'est un facilitateur, mais l'idée, c'est vraiment de changer ce qui se passe en classe, d'avoir un enseignant qui est là pour faire apprendre les élèves, éventuellement même leur apprendre à apprendre, et voilà. L'enseignant fait quelque chose que la machine ne pourrait pas faire. Il peut voir si l'élève a compris, l'évaluer. Il y a toujours un petit peu de psychologie. Il y a une dimension psychologique dans le fait d'enseigner. Vincent Fayet, qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Oui, on est loin de la machine à enseigner. On est vraiment, comme vous le soulignez, dans l'humain. Et on redonne la parole à l'élève. Et là, certes, les technologies ne sont pas forcément nécessairement présentes. On peut faire de la classe inversée sans technologie, mais on peut également la faire avec des technologies. Et là, je pense aux travaux d'Éric Mazur où il va travailler avec des boîtiers de vote, ce qui va permettre à des élèves qui habituellement ne s'exprimeraient pas, parce que ça c'est un problème, l'expression, de pouvoir donner leur avis, de pouvoir répondre, de pouvoir participer à la classe. Donc on modifie complètement la psychologie de l'élève au sein même du groupe classe. Et des fois, on a des surprises. On peut constater, je l'ai constaté moi-même, que des élèves qui pouvaient avoir l'air totalement effacés en fond de classe, eh bien, prenez goût à la parole et prenez goût à la dialectique et de façon à s'exprimer et à faire valoir leurs idées. Donc c'est très intéressant d'un point de vue psychologique. Vincent Fayet, sur finalement ces pédagogies qui peuvent se répandre sans contrôle institutionnel, sans cohérence aussi entre les enseignants. On est dans le bricolage, mais dans le bricolage, dans l'esprit de Lévi-Strauss, c'est-à-dire l'esprit noble du bricolage. L'enseignant, l'artisan, dans sa classe, avec ses moyens, avec sa vision, avec ses élèves, dans un univers assez clos, qui va mettre au point sa classe inversée. La classe inversée de Saint-Brieuc n'est sans doute pas celle de Paris. Ce qui est intéressant, c'est que ce bricolage, et c'est un bricolage évolutif, c'est François Jacob qui disait que l'évolution, c'est un bricolage moléculaire où l'on fait du neuf avec du vieux. Eh bien, je pense qu'on est tout à fait dans ce cadre-là, et l'intérêt, c'est que c'est un bricolage qui vient de la base. Ce sont les enseignants qui s'approprient de nouvelles méthodes d'enseignement. Et c'est assez nouveau en France. Et c'est peut-être le gage du succès. C'est-à-dire que ce n'est pas une volonté hiérarchique qui viendrait des ministères ou de l'académie. Ce sont les enseignants qui, il suffit de regarder les divers blogs sur Internet d'enseignants qui se posent des questions au primaire, au secondaire, collège, lycée, où on se rend compte, eh bien, que l'on essaye de faire ce que l'on peut avec une emprise très proche des élèves. Donc on est dans du bricolage qui vient de la base, qui se répand. Donc je pense que c'est quelque chose qui devrait être regardé avec grande attention de la part des instances académiques et ministérielles. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Vincent Fayet. Je rappelle que vous menez des recherches en sciences de l'éducation sur la classe inversée. Merci, Héloïse Dufour, biologiste. Vous avez fondé le site, l'association Inversons la classe. Bon après-midi sur France Culture. Fin de la première écoute. Deuxième écoute dans 3 minutes.
Seconde écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans Rue des Écoles, le rendez-vous de l'éducation de France Culture. Aujourd'hui, la classe inversée, une innovation pédagogique qui rencontre un succès presque sans précédent. On va vous expliquer de quoi il s'agit et tenter de comprendre ce que signifie ce succès. Héloïse Dufour, bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste, militante passionnée de cette pédagogie. Vous allez nous expliquer pourquoi le sujet vous passionne. J'ajoute que vous êtes aussi fondatrice d'une association Inversons la classe. Vincent Chaillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé de sciences de la vie et de la terre. Vous enseignez au lycée d'Orient à Paris, dans le 11e arrondissement. Et puis, vous menez aussi une activité de recherche en sciences de l'éducation, notamment sur la question de la classe inversée. C'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui. Héloïse Dufour, donc je le disais, vous êtes biologiste. C'est parce que vous avez passé beaucoup de temps aux États-Unis ces dernières années que vous avez été sensibilisée à la classe inversée, une pédagogie qui est très répandue outre-Atlantique. Tout à fait. Donc, j'ai passé ces 6 dernières années aux États-Unis et puis là, j'ai entendu parler de la classe inversée par mes activités d'enseignement et elle m'a intéressée pour 2 raisons principales. La première, c'est que ça me paraît être un moyen facilement transmissible de dépasser un enseignement transmissible. Et puis, en outre, ça me paraît être un moyen prometteur pour lutter contre les inégalités et le décrochage scolaire. Et comme vous le disiez, aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose qui se répand à la vitesse de l'éclair. Donc, on reprend la définition de la classe inversée, c'est donc apprendre hors de la classe et faire les exercices avec l'enseignant, ce qui permet de mettre tous les élèves en activité. Vous dites que c'est moins inégalitaire, Héloïse Dufour. Pourtant, le travail à la maison, on le sait, les devoirs, c'est très inégalitaire car tous les enfants n'ont pas les mêmes possibilités de travailler chez eux, possibilités matérielles, la même aide aussi disponible de la part de leurs parents ou de leur entourage. Alors, ce qui change dans la classe inversée, c'est la nature même du travail à la maison. C'est-à-dire que dans un enseignement traditionnel, ce qu'on va demander aux élèves à la maison, c'est de faire des exercices qui peuvent être problématiques, même s'ils ont l'aide des parents, et on sait que même dans les familles plus ou moins en difficulté, il y a un investissement des parents important. Il peut y avoir problème de compréhension de l'énoncé, par exemple, alors que dans une classe inversée, l'idée c'est de faire un travail à la maison qui est uniquement de regarder des leçons par exemple, ou de vraiment préparer le cours. C'est un travail qui est simple et qui ne demande pas de capacité spécifique des parents ou d'enseignants privés par exemple. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai interviewé un certain nombre d'enseignants qui mettent en pratique la classe inversée et il y en a un certain nombre qui justement se saisissent des nouvelles technologies pour vérifier que le travail à la maison a été fait. C'est-à-dire que en même temps qu'ils donnent des ressources à regarder ou à consulter, ils utilisent des questionnaires en ligne pour poser quelques questions très simples, vraiment de compréhension de base sur ce sur quoi porter la leçon, et ça leur permet avant d'arriver en classe d'une part de savoir si leurs élèves ont compris, d'autre part, s'ils ont effectivement fait le travail. Et pour les élèves, le fait de savoir que le prof sait, je trouve ça pratiquement terrifiant, mais ça fait partie des possibilités des nouvelles technologies. Ça peut être aussi, oui, considéré comme une limite parce que le contrôle devient, ma foi, très important. Il faut aussi s'intéresser aux limites de cette pédagogie. Ça demande quand même un investissement professoral différent, peut-être plus important, parce qu'il faut beaucoup s'impliquer et puis il faut être très actif dans sa classe. Vincent Chaillet. Oui, absolument. À l'origine, Bergman et Sams, qui ont véritablement fait découvrir la méthode, ont travaillé avec des capsules vidéo, donc ce qui suppose un enregistrement. Il faut les fabriquer. Il faut les fabriquer. Il faut avoir les compétences, la technologie, pour les fabriquer ou utiliser des capsules déjà existantes. Mais en règle générale, les enseignants aiment bien travailler avec leur propre support. Cela suppose de totalement repenser la classe, évidemment, puisque le cours, le modèle transmissif classique doit être fait à la maison. Donc il faut d'autres activités en classe, des activités qui vont supposer en effet des questionnaires à choix multiples, éventuellement l'utilisation de boîtiers de vote, des ateliers. Donc c'est un travail totalement différent pour l'enseignant. Ça suppose un fort investissement, oui. Est-ce que on continue avec cette classe inversée à produire aussi des devoirs, des travaux un peu plus longs? Là, on parle de réponse à des QCM, des petits exercices pour vérifier que la leçon a été comprise. Mais il y a aussi une mobilisation de ces savoirs traditionnellement dans la rédaction, la dissertation, dans des travaux un peu plus personnels. J'ai l'impression que on sort un peu ces exercices, ces pratiques du champ avec la classe inversée. Vincent Chaillet.
Non, on n'est pas obligé de changer la façon d'évaluer les élèves. Ce qui change vraiment, c'est la façon de favoriser l'accès à la connaissance. Alors, l'évaluation en elle-même n'a pas lieu forcément d'être changée. Et pour beaucoup d'enseignants que j'ai rencontrés, l'idée c'est pas d'augmenter la somme de travail à la maison, c'est juste vraiment d'en changer la nature. En termes de dissertation, de choses comme ça, moi j'ai rencontré des enseignants en français par exemple, et qui utilisent la classe inversée pour faire produire aux élèves en classe des textes et pour vraiment travailler avec eux sur la production d'un texte. Comment est-ce qu'on fait ? Donc on intervient dans le travail personnel des élèves. C'est le faire avec l'élève. C'est passer du face à face au côte à côte. Vincent Fayet, ces pédagogies sont-elles séduisantes et pourquoi le sont-elles auprès des enseignants ? Elles sont séduisantes parce que c'est une rupture avec un modèle qui est ancien, c'est le modèle transmissif. Depuis le Moyen-Âge, on est dans un modèle transmissif avec l'enseignant au centre, les élèves autour, ils récitent le cours et une cohorte d'élèves prend le cours. Donc l'idée de la classe inversée, c'est de se positionner de façon très pragmatique, où c'est l'élève qui est au centre de la réflexion, c'est l'élève qui va construire son savoir avec l'aide de l'enseignant et avec l'aide de ses camarades également. Donc c'est séduisant parce qu'on remet l'élève au centre de la classe. Une idée qui ne séduit pas tout le monde pourtant. Mais finalement, est-ce que la classe inversée, c'est abolir l'idée de transmission ? Héloïse Dufour. Alors, je pense que c'est là qu'il faut préciser qu'il n'y a pas un type de classe inversée. Et je pense que c'est pour ça que la classe inversée marche aussi bien. On peut faire une classe inversée en restant dans le transmissif. On peut faire une classe inversée où c'est toujours l'enseignant qui donne les leçons à l'élève à apprendre, c'est toujours l'enseignant qui donne les exercices et simplement qui se contente d'aider les élèves en classe. Moi, je trouve que la classe inversée, c'est plus intéressant justement pour faire des tâches complexes, pour vraiment mettre l'élève en situation de production. Mais encore une fois, pourquoi est-ce que ça séduit tant de gens ? Je pense que moi, tous les enseignants m'ont dit, c'est vraiment cette idée d'interaction avec les élèves. Les enseignants qui sont en classe inversée, ils parlent à tous leurs élèves tous les jours. Et là, on revient sur pourquoi est-ce que c'est un moyen de lutter contre le décrochage scolaire, par exemple. Parce que ça renforce vraiment les interactions entre les enseignants et les élèves. Interaction entre les élèves, on en a un peu parlé, et j'aimerais beaucoup qu'on y revienne. C'est finalement favoriser quelque chose qui est assez laissé de côté, c'est les pédagogies coopératives dans l'école française, pédagogies qui sont peut-être plus adaptées au monde actuel, au monde professionnel aussi, quel que soit le type de métier d'ailleurs auquel on se destine. Vincent Fayet. Disons que la coopération fait partie de l'arsenal pédagogique des élèves, surtout avec les nouvelles technologies. Une fois rentrés chez eux, les élèves que j'ai pu étudier au lycée d'Orient vont sur des plateformes, alors pas forcément les plateformes académiques type ENT, mais vont par exemple sur Facebook, ils coopèrent, ils s'échangent des informations sur les cours, sur les exercices. Donc la coopération est un mode de travail tout à fait normal pour ces élèves. Un mode de travail dont ils sont habituellement privés dans un enseignement transmissif. Donc le fait de leur redonner la parole, de réactiver quelque part une dialectique moderne où l'élève va donner son point de vue, essayer d'expliquer à son camarade ce qu'il pense, séduit tout à fait les élèves actuels. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que l'idée de la classe inversée répond à une problématique tout à fait contemporaine de l'école, puisqu'on voit émerger tout un marché d'applications pour apprendre, des applications qui permettent par exemple de réviser ces tables de multiplication. On peut tout à fait le faire avec une machine, les verbes irréguliers, l'orthographe, les conjugaisons. On peut dialoguer avec un ordinateur qui voit le type de faute qu'on fait, qui conseille en termes de ressources, où est-ce qu'il faut aller chercher, quelles leçons il faut consulter. On recentre donc la mission enseignante sur l'humain, si je vous suis bien. C'est ça, Héloïse Dufour ? Oui, et je pense que, là encore une fois, je voudrais insister sur le fait que les nouvelles technologies sont vraiment pas le point principal de la classe inversée, c'est un facilitateur, mais l'idée c'est vraiment de changer ce qui se passe en classe, d'avoir un enseignant qui est là pour faire apprendre les élèves, éventuellement même leur apprendre à apprendre, et voilà. L'enseignant fait quelque chose que la machine ne pourrait pas faire.
Il peut voir si l'élève a compris, l'évaluer. Il y a toujours un petit peu de psychologie. Il y a une dimension psychologique dans le fait d'enseigner. Vincent Fayet, qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Oui, on est loin de la machine à enseigner. On est vraiment, comme vous le soulignez, dans l'humain. Et on redonne la parole à l'élève. Et là, certes, les technologies ne sont pas forcément nécessairement présentes. On peut faire de la classe inversée sans technologie, mais on peut également la faire avec des technologies. Et là, je pense aux travaux d'Éric Mazur où il va travailler avec des boîtiers de vote, ce qui va permettre à des élèves qui habituellement ne s'exprimeraient pas, parce que ça c'est un problème, l'expression, de pouvoir donner leur avis, de pouvoir répondre, de pouvoir participer à la classe. Donc on modifie complètement la psychologie de l'élève au sein même du groupe classe. Et des fois, on a des surprises. On peut constater, je l'ai constaté moi-même, que des élèves qui pouvaient avoir l'air totalement effacés en fond de classe, eh bien, prenaient goût à la parole et prenaient goût à la dialectique et de façon à s'exprimer et à faire valoir leurs idées. Donc c'est très intéressant d'un point de vue psychologique. Vincent Fayet, sur finalement ces pédagogies qui peuvent se répandre sans contrôle institutionnel, sans cohérence aussi entre les enseignants. On est dans le bricolage, mais dans le bricolage, dans l'esprit de Lévi-Strauss, c'est-à-dire l'esprit noble du bricolage. L'enseignant, l'artisan, dans sa classe, avec ses moyens, avec sa vision, avec ses élèves, dans un univers assez clos, qui va mettre au point sa classe inversée. La classe inversée de Saint-Brieuc n'est sans doute pas celle de Paris. Ce qui est intéressant, c'est que ce bricolage, c'est un bricolage évolutif. C'est François Jacob qui disait que l'évolution, c'est un bricolage moléculaire où l'on fait du neuf avec du vieux. Eh bien, je pense qu'on est tout à fait dans ce cadre-là. Et l'intérêt, c'est que c'est un bricolage qui vient de la base. Ce sont les enseignants qui s'approprient de nouvelles méthodes d'enseignement. Et c'est assez nouveau en France. Et c'est peut-être le gage du succès. C'est-à-dire que ce n'est pas une volonté hiérarchique qui viendrait des ministères ou de l'académie. Ce sont les enseignants qui, il suffit de regarder les divers blogs sur Internet d'enseignants qui se posent des questions au primaire, au secondaire, collège, lycée, où on se rend compte bien que l'on essaye de faire ce que l'on peut avec une emprise très proche des élèves. Donc on est dans du bricolage qui vient de la base, qui se répand. Donc je pense que c'est quelque chose qui devrait être regardé avec grande attention de la part des instances académiques et ministérielles. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Vincent Fayet. Je rappelle que vous menez des recherches en sciences de l'éducation sur la classe inversée. Merci, Héloïse Dufour, biologiste. Vous avez fondé le site, l'association Inversons la classe. Bon après-midi sur France Culture. Fin de la seconde écoute. Vous avez maintenant 1 heure pour préparer le compte-rendu et la présentation personnelle. Monologue suivi, présentation du document. 1. Héloïse Dufour est tout à fait séduite par la classe inversée pour son aspect moderne et égalitaire. En quoi considère-t-elle ce modèle comme un moyen de lutter contre les inégalités à l'école ? Pour Héloïse Dufour, avec la classe inversée, le travail à la maison n'implique pas de participation des parents, qui sont, selon les foyers, plus ou moins disponibles ou aptes à comprendre les exercices donnés. De même, il n'exige pas d'enseignant particulier pour aider aux devoirs, puisque les devoirs consistent souvent en une leçon à regarder, ou un cours auquel se préparer théoriquement, l'heure en classe étant axée sur la pratique. Elle insiste également sur le fait que la classe inversée favorise les interactions entre professeurs et élèves. Elles sont plus directes, ce qui permet à l'enseignant d'être en contact avec chacun de ses élèves et, ainsi d'être plus attentif à ce qu'ils ne décrochent pas. 2. Quelles conséquences la mise en place de la classe inversée a-t-elle dans le travail de l'enseignant ? Comme le note la journaliste, la classe inversée demande un investissement plus grand du professeur. Il est beaucoup plus actif dans la classe, puisqu'il ne se contente plus de dispenser un cours. Vincent Fayet nous explique qu'avec la classe inversée, l'enseignant doit repenser toute la construction de son cours. Il doit trouver des nouveaux moyens de faire accéder aux connaissances à la maison et doit créer des activités pratiques pour la classe, là où, d'habitude, c'est le contraire. Par conséquent, son rôle est aussi de trouver un nouveau moyen de vérifier les connaissances. D'où le recours aux nouvelles technologies.
Héloïse Dufour utilise enfin une expression qui résume bien la situation. L'enseignant passe du face à face au côte à côte, puisqu'il est, en cours, amené à aider ses élèves à produire quelque chose. 3. Les deux invités de cette émission prônent l'école inversée contre un enseignement dit transmissif. Mais comment définir cet enseignement transmissif ? Comme le dit Vincent Faye, le modèle transmissif, c'est le modèle traditionnel qui remonte au moyen GE. L'enseignant y est au centre, il dispense un savoir que les élèves reçoivent et écrivent. C'est lui qui donne les leçons et les exercices. À travers les mots de Vincent Faye, on peut également le définir à contrario. Le modèle transmissif s'oppose en effet à un modèle contemporain, inspiré du socio-constructivisme, où l'élève construit son savoir avec l'aide de l'enseignant et de ses pairs, comme dans la classe inversée. 4. Au-delà d'une rupture avec un modèle dépassé, qu'est-ce qui séduit tellement les invités dans la démarche de la classe inversée ? Héloïse Dufour met en avant la flexibilité de la démarche. Chaque enseignant se l'approprie. On peut même pratiquer la classe inversée tout en restant dans un modèle transmissif. Selon elle, cependant, l'intérêt de la démarche est de rendre les élèves actifs en cours et non plus passifs face à un enseignant. Ils sont placés en situation de production dans laquelle les interactions sont peu misseuses. C'est, selon elle, l'atout majeur. La journaliste soulève également un point intéressant. Ce qui séduit peut-être, c'est l'aspect coopératif de la pédagogie, un aspect souvent absent à l'école alors que la société actuelle, dans le monde du travail en particulier, met de plus en plus l'accent sur la capacité à travailler en équipe, à coopérer. 5. En quoi Vincent Faye estime-t-il que la coopération est à la fois un outil naturel chez l'élève et un outil pédagogique bénéfique ? Vincent Faye remarque, dans son expérience, que les élèves d'aujourd'hui échangent en permanence, en dehors des cours, de manière informelle, et grâce notamment aux nouvelles technologies, comme, par exemple, sur les réseaux sociaux. Il note aussi que le fait de favoriser les interactions entre élèves, de leur demander de s'expliquer les choses, peut donner goût à exposer un point de vue et ainsi débloquer la parole de l'élève pour l'inciter à participer. 6. Comment comprendre l'image de l'enseignant bricoleur employé par Vincent Faye, à la fin de l'interview ? Vincent Faye se réfère à une définition du bricolage de Lévi-Strauss, c'est-à-dire le bricolage au sens noble du terme. L'enseignant y est considéré comme un artisan, qui construit ses cours en contact avec le réel, avec sa classe, et fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il bricole aussi dans le sens où il fait du neuf avec du vieux en réinvestissant ses pratiques dans des nouveaux supports. C'est un bricolage pragmatique, qui vient de la base, c'est-à-dire du terrain, sans imposition des hiérarchies. C'est aussi en cela qu'il est intéressant, selon Vincent Faye.